demandent jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans pour être publié. C'est juste pour vous dire qu'un chercheur, lorsqu'il pond un article, il passe du temps à le préparer. Et souvent, notamment dans le domaine de la RSE, les articles qui sont publiés sous forme de recherche-intervention. Pas de recherche. Qu'est-ce que c'est que la recherche-intervention? La recherche-intervention, c'est un système qui s'établit entre le chercheur et l'entreprise pour répondre à une demande de l'entreprise, qui émane de l'entreprise. Et donc, il y a un protocole de recherche auquel doit se conformer le chercheur et l'entreprise pour répondre à cette demande. Souvent, bon, il y a des connotations, souvent on croit que la recherche est uniquement théorique, qu'elle ne sert à rien, etc. Non, elle sert justement. La recherche a deux vocations, si vous voulez. Une vocation explicative, elle explique, par exemple, elle va chercher les déterminants d'une variable par une autre variable. Par exemple, on va chercher quels sont les déterminants de la gouvernance, d'une bonne gouvernance, ou quels sont les déterminants pour que la RSE soit un levier de gouvernance. Et donc le chercheur, il va trouver ces déterminants, chose que l'on ne peut pas savoir de façon intuitive. Il faut qu'il y ait une recherche pour que l'on identifie ces déterminants. Ça, c'est une finalité de la recherche. Mais la recherche peut être également prescriptive, c'est-à-dire que le chercheur peut accompagner l'université, l'entreprise, dans la mise en place par exemple, d'une façon de décider, d'une façon de mettre en place la démarche RSE, mais à sa façon, c'est-à-dire de façon à ce que l'on tire des enseignements qui soient généralisables à d'autres environnements. C'est pas de la consultation, c'est une autre façon d'accompagner l'entreprise. Et aujourd'hui, dans ce panel, nous avons donc à ma gauche, je vais commencer, excusez-moi les mesdames, voilà, parce que c'est Adil Cherkaoui, un professeur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'entreprise et qui ne travaille que sur la RSE. C'est tout ce qu'il fait. Et il ne fait rien que ça. Il ne fait que travailler sur la RSE. Et nous avons Adil Al-Amri, qui est professeur habilité à l'École nationale de commerce et de gestion d'El Jadida et qui travaille sur l'empreinte carbone. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Il ne travaille que sur l'empreinte carbone. Et c'est la raison pour laquelle je les ai invités, justement pour qu'ils exposent ce qu'ils savent faire, justement, au monde de l'entreprise. Nous avons également, j'ai eu plaisir aujourd'hui de connaître Madame Miriam Sqat, qui est ingénieure textile, responsable qualité et qui est enseignante depuis 26 ans, experte nationale de la pédagogie APC, approche par compétence depuis 20 ans. Elle est experte internationale de la commission des titres d'ingénieur pour auditer les écoles d'ingénieurs françaises, conformément au référentiel de la CTI, consultant dans le domaine de la colorimétrie et de la pédagogie et chercheur dans le domaine de recyclage de la laine marocaine. Et nous avons bien sûr Madame Fadma Aïtmos, que vous avez eu l'occasion de connaître, qui est sociologue et qui est chargée de mission auprès du président pour promouvoir la recherche en sciences sociales au sein de l'université, parce que nous sommes en retard en matière de recherche en sciences sociales pour des raisons historiques, d'accord, qu'on n'a pas l'occasion ici d'évoquer.
Alors, sans plus tarder, je vais poser la question d'abord à Sir Adil Chakraoui, puis à Sir Adil Lamri, pour qu'il nous fasse un panorama, une synthèse, une brève synthèse des recherches qu'il a faites sur la RSE, dans le domaine de la RSE, sur le contexte marocain, et qui nous donne des exemples d'entreprises avec lesquelles il a travaillé ou sur lesquelles il a travaillé. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement l'association RSO Maroc d'avoir initié cet événement qui a pour but de faire rapprocher le monde académique avec le monde des entreprises. Et effectivement, en tant que professeur des sciences de gestion, donc, et d'après toutes les recherches que j'ai effectuées, j'ai constaté qu'il n'y a pas de dichotomie entre le monde universitaire et le monde d'entreprise dans la mesure où la gestion est à la base une réalité qui a été théorisée. Vous vous rappelez, je dirais, de Taylor, un des initiateurs de l'Organisation scientifique du travail. C'était un ingénieur à l'origine et qui a appliqué les méthodes scientifiques d'ingénierie pour organiser le travail. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons initié tout un ensemble de pensées managériales. Et effectivement, de plus en plus aujourd'hui, en tant que chercheurs, le premier intérêt qui nous interpelle, c'est d'abord l'intérêt managérial. Et aujourd'hui, aucun sujet de thèse, aucun sujet de mémoire ne peut être validé s'il ne répond pas à double contrainte. La première contrainte, c'est justifier de l'intérêt académique et théorique pour la communauté scientifique. Et la deuxième contrainte, c'est de côté de la réalité des entreprises, puisque de plus en plus nous sommes dans la recherche appliquée, c'est-à-dire une recherche qui tient compte de la réalité de nos entreprises, de nos organisations, et qui s'adresse particulièrement à ces entreprises et à ces organisations. À partir de là, donc, la responsabilité sociétale des organisations représente aujourd'hui une des thématiques les plus citées dans les grandes bases de données scientifiques, Scopus, Web of Science, Kern. Il y a un vrai engouement pour les recherches autour de la responsabilité sociétale d'organisation dans toutes ses facettes. Comme vous le savez, aujourd'hui, quand on parle de la RSO, c'est un ensemble de pratiques qui interpellent toutes les fonctions d'entreprise, parce qu'il touche à la fois le volet social, le volet sociétal, le volet environnemental et le volet de gouvernance. Et le point de départ de mes recherches était principalement ma thèse de doctorat, qui a porté sur les facteurs déterminants des pratiques RSE des entreprises au Maroc, à travers une étude mixte à la fois qualitative et quantitative sur un échantillon de 250 entreprises marocaines, où on a essayé de comprendre, d'abord à travers une étude qualitative exploratoire, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer l'intérêt ou les motivations pour les entreprises marocaines à opter pour les pratiques RSE. Et en termes de synthèse des principaux résultats, nous avons regroupé ces facteurs selon trois dimensions principales. Il y a une dimension contextuelle qui explique la position d'entreprise par rapport à son écosystème et son contexte d'affaires. Par exemple, le degré d'internationalisation, l'intensité de la régulation. Vous avez vu au Maroc, par exemple, l'autorité marocaine des marchés de capitaux a imposé un bon nombre d'obligations pour les sociétés cotées en bourse, d'avoir l'obligation de communiquer à la fois l'information comptable et financière, mais également l'information ESG à travers la modification de l'ordre circulaire 3/2019 et qui impose l'obligation pour le reporting ESG. Et on a constaté que, au regard au pouvoir de régulation qu'on peut avoir dans certains secteurs, certaines entreprises se trouvent dans l'obligation de suivre au regard à ces contraintes. Deuxième exemple, dans le secteur bancaire, par exemple, la Banque centrale, Banque du Maghreb, aujourd'hui a lancé pas mal d'initiatives qui cherchent à promouvoir la durabilité dans le secteur bancaire, et elle-même, elle avait même publié son premier rapport de RSE pour qu'elle s'explique publiquement sur son engagement en tant qu'institution financière, sur les questions qui l'interpellent, notamment l'inclusion financière, la promotion des instruments de la finance durable, l'encouragement des financements des projets à impact social, à impact environnemental. Bref, les autorités de régulation ont joué un rôle fondamental en matière de la diffusion et de la promotion
des pratiques RSE au niveau de pas mal de secteurs au Maroc. Deuxième variable, on avait également constaté le degré d'ouverture, l'internationalisation, puisque de plus en plus les entreprises marocaines qui interagissent avec le reste du monde se trouvent obligées de rendre compte sur leur engagement en matière extra-financière, notamment dans l'aspect social, sociétal, environnemental et de gouvernance. Et là encore, il y a des bailleurs de fonds étrangers qui sont exigeants en matière de reddition des comptes et de reporting extra-financier. Il y a également des clients étrangers, des fournisseurs étrangers qui peuvent être regardants sur les conditions de travail, sur le respect de la législation en vigueur, sur l'éthique, sur la bonne gouvernance. Et c'était également une variable déterminante qui explique pourquoi aujourd'hui certaines entreprises vont s'intéresser effectivement à l'adoption des pratiques RSE. Troisième variable, notamment dans le contexte, c'est la sous-traitance. Nous avons également fait des études de cas uniques sur pas mal de PME marocaines qui se sont retrouvées intuitivement engagées dans des pratiques RSE grâce à leur donneur d'ordre, notamment quand il est étranger. Et dans le cas de cette sous-traitance, aujourd'hui, une des thématiques qui anime la recherche scientifique, c'est l'approvisionnement responsable, dans la mesure où l'entreprise engagée en matière de la responsabilité sociale devrait être également un véritable catalyseur de la diffusion de ces pratiques auprès de sa chaîne de valeur, notamment la chaîne d'approvisionnement, en essayant de promouvoir les achats responsables. Et nous avons constaté à travers un bon nombre d'études de cas auprès de PME marocaines qui se sont engagées grâce justement aux relations de sous-traitance qui imposent certaines obligations en matière sociale, sociétale, environnementale et de gouvernance. Quand on parle d'innovation, ce n'est pas au sens radicaliste du terme. De plus en plus, l'innovation est à caractère social. Notamment, je parle de l'innovation frugale, comme vous l'avez interpellé dans votre présentation, dans le contexte africain, au regard aux faibles moyens ou aux faibles ressources dont on dispose, les PME, les entreprises peuvent innover dans la limite de leurs ressources et de leurs moyens. Et l'innovation frugale également peut être un véritable champ de recherche qui permette de diffuser des pratiques RSE contextualisées. Et d'ailleurs, l'intérêt théorique, justement en parlant de l'intérêt théorique de ces travaux, c'est d'abord la nuance conceptuelle. Tout à l'heure, il y avait une question parmi les participants concernant l'obligation dans le Maroc de respecter la législation. Et effectivement, nos travaux que nous avons menés dans le contexte marocain ont confirmé que la responsabilité des entreprises passe d'abord par la légalité. Parce que nous sommes dans un environnement où, à faible gouvernance, pour ne pas dire des mots politiquement interpellants, et qui fait qu'aujourd'hui, respecter la loi n'est pas un acquis dans nos contextes respectifs. Et effectivement, l'une des conclusions qui nous ont interpellés en tant que chercheurs, c'est qu'il faut nuancer la portée des concepts au regard aux réalités contextualisées. Et d'ailleurs, j'emprunte souvent une approche des sociologues, la théorie d'encastrement, qui fait que la réalité de l'entreprise, elle est encastrée dans des réalités sociales, culturelles, politiques, juridiques, et par conséquent, la responsabilité sociétale est un concept encastré dans des réalités spécifiques et elle est à contextualiser. Et c'est pour cela que parmi les défis de la recherche scientifique, c'est comment réfléchir sur la contextualisation des dispositifs normatifs qui sont fournis par ce qu'on appelle dans notre langage la littérature grise, notamment les agences de normalisation et les acteurs professionnels, dans la mesure où c'est très difficile de standardiser les normes, parce que chaque entreprise est une réalité différente. Et aujourd'hui, j'ai une thèse que j'encadre à l'université. Nous avons un laboratoire de recherche sur la gouvernance des organisations, dans lequel il y a toute une équipe de recherche sur la responsabilité sociétale des organisations. Et cette thèse cherche à construire une métrique contextualisée pour mesurer l'impact social, sociétal, environnemental des pratiques RSE, parce que les études que nous avons menées jusqu'à présent montrent que la plupart des entreprises au Maroc sont dans une logique de philanthropie, de mécénat et de discours. Et on a du mal à justifier de l'effectivité des pratiques RSE et de l'impact que ces pratiques génèrent en matière sociale, sociétale, environnementale. Et c'est pour cela que nous travaillons aujourd'hui sur la construction d'une métrique
adaptée, contextualisée au regard à plusieurs facteurs, notamment le secteur d'activité, parce qu'on ne peut pas mesurer l'impact environnemental d'une banque par rapport à une entreprise industrielle ou par rapport à un cabinet de formation ou par rapport à une université. Il y a également la dimension économique, on ne peut pas mesurer l'impact et les indicateurs suivant que l'entreprise est une grande entreprise ou une très petite entreprise. Il y a également la localité, comme vous l'avez interpellé, l'ancrage territorial, le territoire d'implantation qui est aujourd'hui une véritable partie prenante qui est dans l'attente et qui a vraiment pas mal de défis à imposer parce qu'aujourd'hui, réfléchir sur les enjeux et les pratiques de RSE n'est plus un luxe, c'est vraiment une obligation parce que les expériences même au Maroc, le boycott, le printemps arabe, les mouvements de Gerada, nous ont fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux risques inhérents à la responsabilité sociétale d'entreprise et c'est pour cela que les organes de gouvernance sont interpellés. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le devoir de vigilance du conseil d'administration et des administrateurs qui doivent être un véritable catalyseur de l'intégration et du développement de ces pratiques de responsabilité sociétale parce que la réussite de la mise en place d'une telle démarche est conditionnée par l'adhésion du top management et par l'intervention des organes de gouvernance. Et l'expérience de la SAMIR nous a interpellés sur la responsabilité civile et pénale des administrateurs qui doivent œuvrer dans l'intérêt social, dans l'intérêt général de l'entreprise. Et aujourd'hui, la RSE n'est plus, je dirais, une option, c'est vraiment une obligation au regard aux différentes mutations que connaît l'environnement. Et aujourd'hui, il y a pas mal de travaux de recherche, il y a vraiment une richesse, voilà, il y a un foisonnement de travaux et qui touche tous les volets. Sur le volet social, par exemple, il y a des études sur la diversité. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de la parité, mais sous un angle RSE, on n'est pas forcément pour l'égalité statistique, on est pour l'égalité des chances, de manière à éviter la discrimination et à favoriser l'inclusion. Et on n'est pas vraiment dans le quota ou dans les statistiques en termes d'égalité. Il faut donner à tout un chacun le mérite qu'elle a sur la base des critères objectifs. Et c'est pour cela que la responsabilité sociétale a impacté également les travaux de recherche sur la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on parle d'une GRH socialement responsable qui intègre l'égalité des chances en termes de droits, de traitement et d'avancement professionnel et la lutte contre les discriminations dans le cadre d'une diversité et d'inclusion qui reconnaît la méritocratie indépendamment de toute considération liée au genre, à l'orientation sexuelle, aux convictions religieuses, c'est-à-dire aux droits humains tels qu'ils sont universellement reconnus. Et également, il y a le respect des droits humains en entreprise. La liberté syndicale, par exemple, est une thématique qui émerge aujourd'hui. La protection des groupes vulnérables. Vous avez parlé des personnes en situation de handicap, une thématique très oubliée au niveau du contexte à la fois académique mais également professionnel. Et aujourd'hui, les entreprises socialement responsables sont très attendues par rapport à leur rôle en matière d'inclusion des personnes vulnérables, les ex-détenus, les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes diplômés. Et donc, il y a pas mal d'interpellations sur ces volets. Il y a également le volet sociétal, donc tout ce qui est engagement à l'égard des riverains, des communautés, le respect de la saine concurrence, la promotion de la responsabilité auprès des fournisseurs, des prestataires, pour que l'entreprise crée tout un écosystème en faveur de la durabilité, en faveur de la responsabilité sociétale. Il y a également l'aspect lié à la finance, puisque de plus en plus, il y avait des réticences de la part des dirigeants et des chefs d'entreprise qui ne voyaient pas l'intérêt économique et financier de ces pratiques et on était obligés, en tant que chercheurs, de publier des études économétriques pour mesurer l'impact que la responsabilité sociale peut générer à l'amélioration de la performance financière. Et personnellement, j'ai publié pas mal d'articles pour montrer qu'aujourd'hui, s'investir dans les pratiques RSE n'est pas à l'encontre des objectifs de la rentabilité économique financière. Au contraire, la responsabilité sociétale est un des leviers qui renforce cette performance financière, bien qu'aujourd'hui, en termes de gouvernance, la création de valeur n'est pas attendue du côté exclusivement actionnarial. Il y a également de la valeur sociale que l'entreprise doit créer, que doit rendre compte auprès de son public et de son environnement. Il y a de la valeur sociétale, il y a de la valeur environnementale. Il y a vraiment un élargissement de la conception des dispositifs de gouvernance en intégrant les attentes des parties prenantes, en passant d'une approche moniste orientée actionnaire, investisseur ou bailleur de fonds à une approche pluraliste qui intègre toutes les parties prenantes.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais quand même être synthétique pour ne pas déborder sur le temps. Les recherches que Adil a